Voici un classement des puissances géopolitiques, et nous nous concentrons sur les pays dont l'influence est plus ou moins limitée au continent ou à la région générale où ils se trouvent. Nous allons donc analyser et classer dans une liste ces pays qui ne sont pas tout à fait au niveau des États-Unis, de la Chine et de la Russie, et des entités similaires, plus petites mais qui méritent aussi attention et classement. Le premier pays dont nous allons parler est l'Argentine. Je pense qu'en général, Javier Milei va représenter un changement vraiment positif pour le pays. Les résultats économiques des Argentins aujourd'hui, ils ont très peu de puissance économique à exercer en Amérique du Sud, ils n'ont pas vraiment d'armée digne de ce nom. Le produit intérieur brut par habitant n'est que de 14 000. Et puis, vraiment, d'un point de vue géographique, ce que nous avons expliqué dans cette vidéo, c'est qu'ils sont essentiellement à l'abri d'une intervention extérieure, en raison de leur éloignement de l'Europe, des États-Unis et de ces autres endroits. Et ils ont la cordillère des Andes à l'une de leurs frontières. Mais cela rend difficile pour eux de projeter leur puissance même chez leurs voisins. Oui, Buenos Aires est très influente en Uruguay, mais pensez à ces pays. La plupart souhaitent des pays sûrs et stables à leurs frontières, car cela les aide à rester stables, ne pas accueillir de réfugiés ni gérer la criminalité. Une tentative de coup d'État vient d'avoir lieu en Bolivie, juste à la frontière de l'Argentine. Ils n'arrivent même pas à stabiliser la moitié de l'Amérique du Sud. Et en réalité, le Brésil se considère comme la superpuissance de l'Amérique du Sud. Donc ce sont eux qui vont intervenir. Quand le Venezuela connaît des troubles, le Brésil veut arbitrer. L'Argentine n'est pas vraiment en position d'avoir son mot à dire à la table pour tous ces autres pays de la région. Ils doivent encore régler leurs problèmes internes. Donc, niveau D pour l'Argentine. Le pays suivant est la Pologne, ils sont membres de l'OTAN et ils partagent une frontière avec la Russie et la Biélorussie. Ils ont joué un rôle incroyablement important en fournissant de l'équipement et du matériel aux troupes ukrainiennes pendant la guerre en Ukraine. Et ils sont le point pivot si l'on veut parler d'un scénario où la guerre en Ukraine passe d'un petit conflit vraiment situé dans un seul pays à, vous savez, un scénario de Troisième Guerre mondiale, ou une guerre qui entraînerait l'ensemble de l'Europe. La Pologne est ce point pivot, et ils ont beaucoup investi en prévision de ce scénario dans leur armée et dans la recherche. Pour cette vidéo, j'ignorais qu'ils étaient non seulement la 7e économie de l'Union européenne, mais aussi la première d'Europe centrale. C'est une économie significative dans le contexte de l'Union économique européenne et un véritable domino militaire. La Russie ne pense pas pouvoir simplement entrer en Pologne, surtout après l'échec relatif de l'invasion de l'Ukraine. Mais ils n'ont aucune croyance ni aucune confiance que cela va être un combat simple ou facile. Alors que tous les signes, lorsque Poutine est entré en Ukraine, montraient qu'il pensait que cela devrait être une promenade de santé et une entreprise simple pour nous. Cela ne s'est pas passé ainsi, mais la Pologne a fait bien plus pour se défendre, en plus d'être liée à l'OTAN. Nous mettons la Pologne en catégorie B, puis passons à l'Indonésie. Cet archipel de 17 000 îles possède une grande capacité de défense, parce que, franchement, comment allez-vous conquérir ne serait-ce que quelques milliers d'îles, sans parler de 17 000 ? Sans une énorme expédition navale et maritime, ce n'est pas possible. Situé sur la côte chinoise, il pourrait me faire appel à des alliés ou à des forces extérieures si besoin. S'ils étaient vraiment dans une situation désespérée, mais en parlant de détroit, regardez ça, regardez ça. Ils font partie des entités capables de fermer le détroit de Malacca. Maintenant, certains disent qu'un scénario comme celui de la Chine et de Taïwan se résume vraiment au détroit de Malacca. Ce sera fermé et la Chine va s'effondrer, mais j'en doute. Je pense qu'ils ont d'autres moyens pour potentiellement sécuriser leurs besoins énergétiques. Ce n'est pas comme s'ils avaient un si grand levier sur la Chine. Cependant, ce corridor reste important, tout comme d'autres routes maritimes essentielles traversant différentes parties de l'Indonésie. Toute la valeur qui se trouve en haute mer transite à un moment donné par les eaux indonésiennes. Leur produit intérieur brut a en fait dépassé la croissance de leurs prêts liés à l'initiative des nouvelles routes de la soie. Beaucoup de pays de la ceinture et la route ont des difficultés avec leurs prêts. C'est une diplomatie de la dette qui piège les gens dans le réseau d'autrui. L'Indonésie peut encore, en quelque sorte, résister à la Chine grâce à la croissance qu'elle a connue, grâce à ses différents investissements dans les infrastructures. Cela s'explique par leur contrôle du nickel et leur population jeune, contrairement aux pays à la démographie vieillissante. Ils ont la main-d'œuvre pour ces industries. Globalement, ils figurent actuellement parmi les 16 plus grandes économies. Ils pourraient en figurer parmi les 10 plus grandes économies d'ici 10 à 20 ans. Cela entraînera encore plus de puissance géopolitique à l'avenir. Mais même aujourd'hui, en tant qu'acteur purement régional en Asie du Sud-Est,
Nous plaçons l'Indonésie dans la catégorie A. Quand je dis ça, vous pouvez sursauter et penser « une catégorie A, mais où sont l'Inde et les États-Unis ?» J'ai réalisé une vidéo complètement séparée qui traite des grandes puissances géopolitiques, ceux qui peuvent vraiment exercer une influence dans plusieurs coins du globe. Alors allez regarder cette vidéo. Si c'est ce que vous cherchez ici, on parle vraiment d'influence régionale. Donc un niveau A ici équivaut vraiment à un niveau D ou E dans le contexte de cette autre vidéo. Vous pouvez les regarder ensemble et ensuite me critiquer dans les commentaires parce que je suis sûr que vous n'allez pas être d'accord avec quelque chose. Ensuite, l'Afrique du Sud a une économie plus petite que celle de l'Argentine. Ils ont des problèmes internes similaires à régler, mais contrairement à la région sud-africaine, il n'y a pas d'hégémon ni de forte concentration régionale. Bien sûr, il y a toutes sortes d'ingérences dans des endroits comme le Congo et certains de ces autres pays riches en ressources de la part de parties extérieures. Les États-Unis et la Chine étant deux des plus grands, la Russie également. Nous les mettons au niveau C, mais régionalement, ils ont bien plus d'influence. Ensuite, Israël. Israël peut clairement mener une certaine diplomatie et exercer une influence dans d'autres régions du monde. Israël a tellement besoin d'adopter une posture défensive qu'il continue de solliciter l'aide d'autres pays, presque exclusivement dans le contexte de ses intérêts au Moyen-Orient. Grâce à cette diplomatie, il possède une technologie militaire avancée, comme le dôme de fer et des frappes de précision. L'une des meilleures organisations de renseignement au monde est, à l'inverse, l'une des géographies les plus difficiles. En termes de défense, ils ont des lignes très resserrées s'ils sont engagés dans une guerre sur plusieurs fronts, mais franchement, ils sont un peu coincés contre la mer. Je n'utilise pas cette analogie à la légère, elle a du poids. Je les classe en S car c'est très difficile comparé aux autres pays. D'imaginer un pays qui a la capacité et la volonté d'exécuter réellement des assassinats de dirigeants de ses ennemis déclarés. En termes de projection de puissance régionale, c'est une puissance régionale très compétente, donc Israël obtient le niveau S pour cette raison. Ensuite, il y a Taïwan, l'un des cas les plus délicats. Parce que, dans l'absolu, il n'y a pas assez de puissance militaire là-bas pour vraiment projeter une quelconque puissance sur ses voisins, n'est-ce pas? Le Japon, la Chine. Dans le même voisinage, on ne peut être puissant que jusqu'à un certain point quand ce sont vos voisins immédiats, cependant à cause du désir de la Chine d'acquérir ou de réacquérir. Cependant, vous voulez essayer de définir leur désir de ramener Taïwan dans la République populaire de Chine. À cause de cela, vous avez des alliés vraiment puissants au Japon et aux États-Unis. Tout cela est dû à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la société taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs, et parce que c'est tellement essentiel aux chaînes d'approvisionnement mondiales, à toute la vague technologique que nous connaissons ici depuis quelques décennies. Ils ont des amis extrêmement puissants et cela signifie des investissements, cela signifie l'accès aux équipements militaires les plus avancés. Pour cette raison, je dois les classer en catégorie A, malgré des voisins inquiétants de l'autre côté du détroit de Taïwan. Ensuite, il y a le Pakistan, qui détient l'arme nucléaire. Il n'y a que 9 pays qui possèdent des armes nucléaires, et c'est vraiment difficile pour moi de placer un pays doté d'un arsenal nucléaire en bas de ce classement, n'est-ce pas ? Ils sont coincés entre des voisins très puissants et, en même temps, une énorme instabilité politique et économique. Ils n'ont pas eu un seul Premier ministre qui ait terminé un mandat complet depuis la partition de l'Inde. Il n'y a pas beaucoup de stabilité politique, l'économie est fortement endettée, mais en même temps, une énorme population jeune constitue une force qui les rend pratiquement ininvasibles par ses voisins. Et donc pour cette raison, nous devons les placer dans la catégorie B. Ils ne forcent certainement personne autour d'eux à faire ce qu'ils veulent, mais personne ne va non plus les embêter. Je pense donc que c'est là où nous nous stabilisons pour les pays de catégorie B. L'Iran, c'est fou car on vient de dire que Israël est en catégorie S, donc on ne peut pas mettre l'Iran en S. Aussi, l'Iran est vraiment difficile à classer ici. Ils vont essentiellement aller soit en catégorie S, soit en catégorie A. Ils ont beaucoup d'influence dans la région, non ? Et ils le font maintenant qu'ils peuvent vendre du pétrole, en finançant différents groupes intermédiaires pour mener les conflits qui les avantagent. La guerre civile au Yémen et les événements actuels en Israël impliquant le Hezbollah et le Hamas. C'est une quantité incroyable d'influence et de pouvoir à l'échelle régionale. Et ils ont une armée énorme et une économie considérable, ils sont capables d'exporter du pétrole, ils contrôlent le détroit d'Ormuz. J'allais les mettre dans la catégorie A, mais en y réfléchissant maintenant, je ne pense pas pouvoir les mettre dans la catégorie A. Je pense que c'est aussi la catégorie S. Après l'Iran suit la Corée du Nord.
Ils ont un arsenal nucléaire, ils n'ont pas une économie forte, ils ont une alliance étroite avec la Chine, mais ils sont largement isolés économiquement. Je les mets en B car on ne peut pas les classer plus bas, mais ils sont loin d'avoir l'influence du niveau A. Leur produit intérieur brut par habitant est tellement bas que ça te rend triste quand tu penses vraiment à ce que les citoyens de ce pays doivent endurer. Donc je vais passer à la suite avant de devenir trop triste. L'Espagne, également membre de l'Union européenne et de l'OTAN, a une très grande économie. Mais en Méditerranée occidentale, il ne se passe tout simplement pas autant de choses. Ils ne sont pas un acteur majeur là-bas. Ils sont un peu endormis à mon avis. Dans l'analogie d'un livre comme La étrange mort de l'Europe de Douglas Murray, ou simplement comme le malaise général qui règne. Beaucoup ont appliqué cela à l'Europe ces 30 dernières années, l'Espagne en est l'exemple parfait. Je vais les mettre au niveau B. Je suis sûr qu'on va recevoir des critiques dans les commentaires pour ça, vu la différence, mais c'est ma vidéo, pas la vôtre. Ensuite, on va passer à la Grèce. Je pense que la Grèce illustre parfaitement la question ici. Ils peuvent projeter un peu de puissance dans les Balkans, mais ils sont entourés par un tas d'acteurs importants. Nous avons l'Italie, l'Égypte, Israël, la Turquie, la Russie, tous plus ou moins en train d'échanger autour de la mer Noire et de la Méditerranée orientale. Au mieux, ils égalent de certaines entités, mais non qu'un huitième de la population et un cinquième du produit intérieur brut de la Turquie. C'est en quelque sorte leur principal problème géopolitique à résoudre, pour ainsi dire. Malgré leur appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, la Turquie a su les exclure efficacement par sa puissance géopolitique, dure ou douce. Ils sont ici au niveau D, avec leurs propres difficultés économiques. J'ai visité ce lieu magnifique à l'industrie touristique remarquable. Mais en dehors de cela, je ne pense pas que ce soit un pays sur une trajectoire ascendante, ni qu'il puisse projeter beaucoup de puissance dans sa région en général. De même, nous avons l'Égypte juste de l'autre côté de la Méditerranée. Nous les plaçons dans la catégorie C simplement parce que le canal de Suez est tellement important. C'est l'artère essentielle du commerce mondial pour tout un hémisphère. Nous avons vu, lorsque ce grand navire s'est échoué et que le canal a été bloqué, les répercussions que cela a eues. Et ce n'est pas que l'Égypte soit particulièrement active dans ce domaine, fermer ou imposer un péage exorbitant. Mais elle est très influente au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec une grande population et une armée importante. Avec une économie plus forte, elle s'affirmerait davantage à l'extérieur, mais je doute que ces problèmes économiques disparaissent tant bientôt. Donc nous allons la placer dans le niveau C, probablement à l'arrière du niveau C, plus proche du niveau D, mais tout de même dans le niveau C. Passons aux Pays-Bas. C'est sans doute la critique la plus fréquente sur ma vidéo classant les alliés des États-Unis. J'ai oublié les Pays-Bas et les commentateurs avaient raison. T'avais raison. ASML est une autre entreprise similaire à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company à Taïwan qui est d'une importance géostratégique énorme. Parce qu'ils fabriquent les machines qui produisent en sort les semi-conducteurs, fabriquées à Taïwan, entre autres endroits, leurs machines de lithographie sont celles qui fabriquent les métaux réellement sur tous les semi-conducteurs si importants à Taïwan. Et donc, lorsqu'ils ont rejoint les États-Unis et le Japon pour interdire l'exportation de ces appareils vers la Chine, cela a été un domino géopolitique majeur, et certaines personnes sont très pessimistes à ce sujet. Ils pensent que cela ne fera que libérer l'innovation chinoise et qu'ils vont développer toute une industrie des semi-conducteurs en quelques années. Il existe des moyens de contourner les sanctions, permettant à la Chine d'accéder à ces machines. Je pense vraiment que cela étouffe l'industrie chinoise des semi-conducteurs de manière significative et la ralentit pendant 3 à 5 ans. Je ne suis pas assez compétent techniquement pour être plus précis. C'est une très grande économie pour une population relativement petite, et ils ont effectivement ces partenaires qui peuvent en faire avancer les choses pour eux. Avoir une entreprise systémique et majeure comme ASML dans votre pays est un réel atout de négociation. Un produit intérieur brut par habitant vraiment élevé. Il y a des armes nucléaires américaines stationnées là-bas et ils ont un port vraiment important. Rotterdam est l'un des ports majeurs d'Europe. Donc pour cette raison, nous les plaçons dans la catégorie A, probablement dans le bas de la catégorie A, mais cela reste un pays de catégorie A. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires méchants sur cette autre vidéo. On va aller vite pour la Belgique, on la met dans la catégorie C. Ils sont dans l'Union européenne et l'OTAN ont une économie solide, mais restent petits dans l'Union européenne. Ce qui est fou et la raison pour laquelle je suis plutôt pessimiste sur l'Union européenne en général, c'est que n'importe quel pays membre peut opposer son veto à toute politique qui veut avancer. Avec ce droit de vote, vous détenez un pouvoir politique régional grâce à votre veto. La Belgique ne l'a pas utilisé, n'en ayant pas eu besoin.
D'autres pays comme la Hongrie ou la Slovénie ont utilisé leur veto pour obtenir du pouvoir et des concessions, donc la Belgique le peut aussi. Ils se retrouvent donc en bas du niveau C. Pour tous les pays du niveau C, sauf l'Égypte, j'ai surtout dit de les mettre en bas. Mais je l'ai aussi fait avec l'Égypte. Les Émirats arabes unis, riches en pétrole et stratégiquement situés dans le golfe Persique, gagnent en puissance régionale et influence diplomatique. Ils ont signé les accords d'Abraham. C'est le début d'une alliance potentielle contre l'Iran, sous la forme de l'Arabie saoudite et d'Israël comme les deux principales entités. Les Émirats arabes unis offrent un important soutien financier potentiel pour cette initiative, nous les plaçons donc en catégorie A. Je crois aussi qu'ils possèdent plusieurs franchises de sportives en Europe. Ce n'est pas une forme de puissance dure, mais cela leur donnera des avantages de soft power et des profits. La Biélorussie, malgré certaines ressources naturelles dont le monde a besoin et son rôle réel dans le commerce, est tellement alignée sur la Russie et dépend tellement de la Russie pour sa sécurité, que nous devons la placer au niveau D. Elle ne possède même pas vraiment de souveraineté politique. Vous savez, Loukachenko a eu quelques élections contestées, si on peut vraiment appeler ça comme ça. Je pense que c'est un peu généreux. En réalité, elle reste un État vassal de la Russie. Donc nous les plaçons au niveau D, très dépendants économiquement de la Russie, avec une population peu nombreuse. Mais en raison des bases militaires, de la proximité avec la Pologne et l'Ukraine, ils restent tout de même influents dans le contexte de leur région. Nouvelle-Zélande, nous la mettons aussi au niveau D. Elle appartient au réseau Five Eyes. C'est un peu comme l'argument pour l'Argentine, où l'on se demande sur qui pourrait-il vraiment avoir de l'influence. L'Australie ? Ils influencent un peu l'Australie, mais ne peuvent rivaliser avec sa puissance géopolitique et économique. Et à part ça, ce sont juste quelques îles dans le Pacifique. Qui s'en soucie vraiment ? Ensuite, le Nigeria, plus grande économie d'Afrique, possède une population jeune et nombreuse avec beaucoup de potentiel. Et une richesse pétrolière récente qu'ils essaient de transformer en une montée économique plus globale. Cependant, certains signes suggèrent une possible malédiction des ressources, le développement étant difficile hors du secteur des ressources naturelles au Nigeria. Leurs voisins rencontrent tous des difficultés de stabilité ou de développement économique. Donc, de façon relative, dans leur petite sphère au Sahel, ils ont effectivement une influence régionale qui est significative. À cause de cela, nous allons les placer dans la catégorie C. C'est vraiment limité en termes de portée à cause des problèmes internes qui doivent encore être gérés là-bas. Ensuite, nous avons la Norvège. Ils ont un produit intérieur brut par habitant très élevé, une position stratégique dans le contexte du cercle arctique et font partie de l'OTAN, avec des réserves de pétrole et de gaz. Beaucoup de bons fondamentaux ici, mais la question reste, qui allez-vous vraiment influencer ? N'étant pas dans l'Union européenne, ils n'ont pas ce droit de veto en politique européenne. Et puis, dans les pays nordiques, ils sont tous alliés, mais il n'y a pas énormément de force ou d'influence qui peut être exercée de cette manière. Ils sont isolés de la Russie, donc ils ne sont pas vraiment particulièrement menacés physiquement. Mais ils n'ont tout simplement pas beaucoup de capacité à influencer l'extérieur en raison de la géographie. Ils sont un peu isolés là-bas. Je les laisse en niveau D. Dites-moi si vous êtes d'accord, la Suisse sera en niveau C. Centre financier mondial, sa neutralité lui donne une capacité diplomatique. La capacité d'influencer, la capacité de dialoguer avec de nombreuses entités différentes pour faire avancer les choses, et c'est une forme très valable de soft power. Ils ont aussi un budget de défense élevé pour leur taille et un terrain très défendable. La neutralité de la Suisse s'explique en partie par la difficulté de naviguer dans le pays comparé à d'autres pays européens. Les gens pourraient traverser, mais il est plus probable qu'ils contournent la Suisse pour atteindre leur objectif. Parce que ce n'est pas forcément le prix à gagner, donc pour cette raison, nous allons les placer dans la catégorie C. Je ne peux pas leur accorder le même niveau d'influence que, vous savez, un pays doté de l'arme nucléaire. Même s'ils sont bien plus riches qu'eux, cela leur donne énormément de soft power pour influencer la région. Et d'avoir en quelque sorte toujours une place à la table lorsqu'il s'agit de jeux de pouvoir. Le Danemark, comme la Belgique, a un droit de veto à l'Union européenne et un produit intérieur brut élevé, donc nous les classons niveau C. Passons à l'Éthiopie, c'est l'économie qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique, mais elle est vraiment fragilisée par des conflits internes. Ils peuvent projeter de la puissance au Soudan ou en Somalie, mais il n'y a pas de grande récompense, même s'ils se ressaisissent. Si vous avez ces troubles civils, on ne peut pas vous mettre au-dessus du niveau D. Enfin, il y a le Qatar ou Qatar.
Il dispose d'importantes réserves de gaz et de pétrole, ainsi qu'un emplacement stratégique dans le golfe Persique. Il serait en dépassé par l'Iran si la situation empirait, mais abrite une grande base militaire américaine. La chaîne Al Jazeera qu'il finance est un puissant vecteur de soft power. Comme les Émirats arabes unis, ils participent à de grands événements sportifs mondiaux comme la Coupe du monde de la Fédération internationale de football Association 2022, et ils possèdent le Paris Saint-Germain, donc ils disposent de ces éléments de soft power et d'une richesse phénoménale. Ils jouent un rôle plus important que leur taille ne le suggère. J'ai lu qu'ils auraient aidé à rembourser une partie de la dette de l'Égypte pour y gagner en influence. Je vais les placer au niveau B parce qu'ils ont davantage de capacité de projection de puissance vers l'extérieur. Malgré leur faible population, tout est pris en charge, ce qui leur permet de s'ouvrir vers l'extérieur. Ils n'ont pas ces problèmes domestiques que certains pays du niveau C doivent gérer. Voilà mon classement par niveau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez détesté, aimé, ce qui vous a intéressé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.